Bonsoir, bienvenue sur TVC dans votre émission le 19h Sport. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir pour votre émission sportive. Tous les lundis, bien sûr, c'est Top Rugby, votre magazine autour de l'UBB et du rugby en Nouvelle-Aquitaine. Au sommaire ce soir, l'UBB qui retrouve le chemin du Top 14 et se déplacera dans le Béarn affronter la section paloise. C'est notre avant-match. En parlant de la section paloise, Pau a joué son match en retard face à Perpignan. Défaite des Béarnais face aux Catalans. On reviendra sur cette rencontre. Est-ce que le top 2 est relancé finalement après cette défaite des Béarnais, sans oublier bien sûr la Pro D2 avec tous les résultats et toutes les réactions. Mathieu Dalzo, bonsoir. Bonsoir Dorian. Notre invité ce soir, Mathieu, il s'agit du talonneur de l'UBB, Gaëtan Barlot. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce plaisir. soir dans cette émission. On va parler de pas mal de choses avec vous Gaëtan, mais déjà on va revenir sur votre blessure. Comment vous allez aujourd'hui? Comment ça se passe votre rééducation? Alors plutôt bien parce que je suis un peu en avance sur la rééducation. Je vais le matin au club, l'après-midi en rééducation. Ça se passe très très bien. J'ai plus de douleur. J'ai commencé à recourir, donc j'espère d'ici 3 semaines pouvoir refouler les terrains pour prétendre en tout cas contre Toulouse de ma reprise. Oui, parce qu'il y a eu la blessure cervicale et dos, hein, c'est ça. Cervical c'était en 2023 et là c'est le dos que le dos. je fais opérer en janvier, ouais. Et il y a une date de reprise prévue donc, pour l'entraînement. Pour le traitement d'ici 2-3 semaines, ouais. C'est quand même une convalescence assez rapide, non? 2 mois c'était annoncé et pour l'instant on est sur le bon timing, ouais. Est-ce que cette opération, bien sûr, vous a permis un petit peu d'enlever cette gêne, mais est-ce que ça a mis un petit coup d'arrêt, notamment dans votre intégration au sein de l'UBB par rapport à l'enchaînement des matchs? On pense aussi au 15 de France, c'est vrai que ça a mis un coup d'arrêt. Ce qui a mis un arrêt, c'est quand même mon enchaînement de blessures. Cette année, je suis à ma 2e grosse blessure, parce que j'ai eu le pied quand même qui m'a handicapé aussi au début de saison. Donc pour moi, cette saison à Bordeaux, c'est mitigé, parce que plan de vue rugbystique, j'ai eu 2 blessures, j'ai pas réussi vraiment à me lancer, à être en pleine confiance dans cette équipe, donc forcément délicat quand on est nouveau et qu'on arrive, mais bon après le groupe est super, donc mon intégration personnelle avec le club, avec les joueurs, c'était super bien passé, surtout que j'ai eu des connaissances par rapport à Colomiers avec Bastien Vergne, en équipe de France j'ai connu des mecs, donc ça m'a aidé à m'intégrer. C'est vrai que ça aide bien cette intégration. Il y a une petite filière columérine aussi, important. du côté de Bordeaux. On en parlera de Colomiers dans un instant aussi en Pro D2. On va regarder le calendrier de cette nouvelle journée de Top 14 qui démarre samedi avec l'Aviron Bayonnais qui se déplace du côté de Clermont. On en parlera de Bayonne, mais demain avec notre correspondant Laurent Zaire de Sud-Ouest. On parlera de La Rochelle également qui se déplace du côté de Castres. Et bien sûr ce choc section paloise Union Bordeaux-Bègles, parce que vous allez le voir au classement pourquoi c'est un choc, parce qu'il y a juste un petit point d'écart qui sépare la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles. Pau qui a perdu face à Perpignan. C'est vrai que votre entraîneur Yannick Brey, après la défaite face au Stade Français, a dit bon, le top 2 ça va être très compliqué, mais finalement ce top 14 nous réserve beaucoup de surprises. Tout est relancé. Oui, parce qu'on a grillé nos jokers à domicile, donc c'est pour ça qu'il dit ça, parce que maintenant gagner à l'extérieur ça va être très très difficile, parce que tout le monde est équipé dans ce top 14. On voit maintenant Perpi qui commence à revenir, même Montauban pour y aller, il y a quelques équipes qui ont échoué, mais voilà, c'est très dur de gagner à l'extérieur. C'est sûr que cette défaite de Pau à Perpignan nous redonne un peu un lueur d'espoir, donc on va essayer d'aller là-bas avec nos forces qui nous restent pour essayer de faire un bon match à Pau. Oui. Vous avez pu regarder en plus cette rencontre face à Perpignan, ouais. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous êtes dit après cette Moi, ce qui m'a surpris, c'est surtout Perpignan qui s'est retrouvé sur leur Fighter X, sur leur jeu de devant. Donc c'est tout ça qui m'a impressionné, mais Pau a été un peu pris par le jeu catalan et pris sur ce jour-là en tout cas, ouais. Ça met en lumière le bon résultat de l'Union Bordeaux-Bègles, le dernier contre Castres, hein, finalement. Ce point de bonus qu'on est allé chercher au bout du bout, face dans un contexte un peu difficile, avec un match planté en plein milieu, une équipe que vous connaissez bien, celle du Castres Olympique, les 50 points. Ce point-là de bonus qui permet de revenir finalement petit à petit sur la section paloise. Ce match était important contre même Castres. de Montauban, hein, où on récupère le bonus à la dernière action. Là, on le refait, donc ça montre quand même l'état d'esprit qu'on a d'aller chercher tous les points, parce qu'on sait qu'on a grillé des jokers début de saison, donc voilà, on sait que chaque point est important. Donc celui de Montauban, plus là contre Castres qui est très important, 2 points, ça reste quand même une égalité ou 2 bonus qu'on récupère, donc c'est très important pour la suite. Et comme tu dis, on a reçu les Castrés qui sont sur une très très bonne dynamique, qui sont allés gagner au Munster, à se qualifier à Coupe d'Europe, ils sont allés gagner à Bayonne, ils avaient tout pour le carte en main pour nous battre. Et on avait la peur, je pense, et ce qui a fait qu'on a fait un gros match et qu'on a pu prendre 5 points contre eux.
Surtout qu'il fallait faire en plus avec cette période de doublon aussi. Exactement. Certains joueurs ont relevé le niveau pour venir sur Pau. Vous attendez à quoi comme match au stade de Hameau dimanche ce soir? Et Pau, quand ils sont venus gagner chez nous, ils ont eu un gros jeu de dépossession et d'occupation, ce qui nous avait mis en difficulté. À moindre erreur, ils arrivaient à scorer parce qu'on jouait dans notre camp, donc on sait que c'est leur ADN maintenant avec Piccheroni et leur staff quand même des moins de 20 qui jouent vraiment comme l'équipe de France. Donc on sait que sur l'occupation et le jeu des possessions, il faut être très très fort. On sait aussi ce qu'on a fait comme défaut quand on a perdu chez nous, donc on sait sur quoi jouer pour aller chez eux. C'est pas vraiment un derby, mais les Palois sont déjà venus gagner ces dernières saisons à Chaban. On a gagné là-bas. Ceux qui connaissent bien l'UBB savent que c'est toujours des matchs un peu chauds entre Pau et Bordeaux. On vous en a parlé un petit peu de la rivalité avec Pau? Non, pas trop, parce que les mecs là, on reprend l'entraînement vraiment demain tout le monde, donc on en parlera petit à petit dans la semaine, le début de semaine, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la trajectoire de cette équipe de la section paloise qui jouait le maintien il y a encore quelques saisons et puis qui est là est aux portes et dans le top 2? Bon, ils seront plus lundi prochain, mais c'est un travail magnifique de Piccheroni, de leur président quand même, de ce qu'ils font, parce que je trouve que ça peut ressembler un peu quand même aussi à Bordeaux, parce que voilà, ils sont montés de Pro 2, ils sont structurés, ils n'ont jamais fait de grandes folies, ils ont toujours structuré, ils ont mis leur temps sans faire de bruit petit à petit, et maintenant ils sont là dans le top 2 à travers la saison, donc c'est très très beau ce qu'ils font. Ils ont un projet de jeu surtout identifié et auquel ils tiennent, et qui est en plus un rugby offensif qu'on retrouve au niveau d'ailleurs en équipe de France. Les résultats qu'ils ont actuellement leur permettent là de faire un nouveau centre d'entraînement, de prétendre de recruter de très gros joueurs qui pourront encore leur amener plus de plus-value. Donc ce qu'ils sont en train de faire, ça tient la route et c'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez pu faire la semaine dernière? Est-ce que vous avez modifié, rectifié des mêlées, des touches? Ces semaines, on va dire, sans match, grâce à cette période de doublon, permet de faire quoi exactement aux entraînements? Surtout de retravailler un peu physiquement, parce qu'on avait un enchaînement de 10 ou 11 matchs avant. Et donc à la fin, sur les dernières semaines, travailler un peu moins physiquement parce que les mecs sont usés, la mécanique elle commence à rouiller, donc là tu es plus sur la stratégie, et donc là ça permet de régénérer les corps et de retravailler physiquement pour pouvoir repartir sur le marathon après la coupure là, après Pau il y a 2 semaines, il y a Toulouse, oui, et là il y a un nouveau marathon qui va repartir, donc il faut reprendre de la caisse pour pouvoir assumer derrière. Et là il n'y aura pas de temps d'arrêt en plus après si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va bien. Avec la Coupe d'Europe aussi, et la Coupe d'Europe justement ça a entraîné quelques blessures aussi, on imagine, on n'est pas médecin, mais on sait qu'il y a eu une saison à rallonge pour l'Union Bordeaux-Bègles, des blessures en début de saison qui sont peut-être la conséquence d'une saison à rallonge, où il y a eu la tournée aussi avec le 15 de France, le changement de club, ça peut peut-être expliquer aussi les pépins physiques de cette saison à Bordeaux ou pas? Vous êtes dit oui, ça? Oui, on le pense parce que l'année dernière, l'UBB fait une grande saison, sauf qu'ils ont fait un marathon, derrière il y en a beaucoup qui sont partis en Nouvelle-Zélande. Derrière tu prends 2-3 semaines et tu repars sur un marathon, et par exemple l'année suivante je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont tiré sur la corde pour aller au maximum, parce que jouer phase finale c'est le but ultime de tous les sportifs de haut niveau, même des sportifs non amateurs. Le phase finale c'est le truc à jouer, donc tu tires sur la corde et au bout d'un moment quand tu te relâches un peu physiquement et mentalement, c'est là où ça casse. Est-ce que le staff vous a dit l'importance un peu de ce match qui va arriver ce week-end? Alors tout le monde va se voir bien sûr demain à l'entraînement, mais je pense que vous en parlez depuis... Oui, on en parle parce que déjà on est un peu vexé d'avoir perdu chez nous contre eux, donc on a un peu ce sentiment de revanche à aller jouer là-bas, et on sait que c'est important, surtout que voilà, si on veut aller au bout de la Coupe d'Europe, si on peut avoir un week-end off à ce moment-là pour le quart final, c'est très important pour nous. Est-ce qu'il faut préparer ce match comme un match de phase finale? C'est des questions qui reviennent souvent sur les rencontres décisives. Ça, la Pau, c'est une rencontre décisive. Après, malheureusement, à partir de maintenant, presque tous les matchs sont ultra importants. On va arriver en Coupe d'Europe les 8e, donc c'est des matchs phase finale. Là, on va jouer Pau, après on va jouer Toulouse, donc ça reste des matchs phase finale qui vont commencer. Là, le marathon, ça va être tous les week-ends, ça va être ultra important. Mais c'est sûr que des matchs comme là, c'est du très haut niveau, donc tout le monde le prend vraiment avec un peu plus de pression parce que c'est très important. Est-ce qu'en tant que joueur, c'est assez excitant de vivre ce genre de saison, quand on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent espérer le top 6, on voit qu'il y a Montpellier qui est de retour, le Stade Français Paris, de se dire maintenant, oui, il y a cette fameuse match après match, Après, c'est dur parce que mentalement, il faut être prêt tout le week-end. T'arrives à faire un gros match, une victoire, paf, 2 jours après, c'est reparti, tu te remets la pression. Donc c'est compliqué parce que là, c'est sans relâche, il faut toujours être sous pression. Et si tu te relâches, malheureusement, c'est là où tu fais un non-match ou que tu te blesses. Donc c'est toujours être sous pression mentalement, et c'est dur quand même. Très dur un petit peu pour la suite. On rappelle que vous allez affronter la section paloise ce dimanche soir. Mission, on ne bouge pas, on va faire une page de publicité et on revient juste après pour parler de vous, Gaëtan, et notamment de votre arrivée au sein de Bordeaux-Bègles. Là tout de suite sur TV7. Le
19h Sport Top Rugby comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles, toujours en compagnie de Mathieu Delzovo et de notre invité Gaëtan Barlot, le talonneur de l'Union Bordeaux-Bègles. Gaëtan, on va parler bien sûr du 15 de France, de votre arrivée, on va parler de vous un petit peu pour vous connaître. Avant tout, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Bleus face à l'Italie ? Non, c'est un très beau match et surtout qu'il faut retenir, c'est les 5 points parce que ces Italiens, ils sont en train de monter en puissance. C'est une équipe qui commence vraiment à prendre une ampleur sur le rugby mondial et voilà, on avait un peu la crainte. On jouait à Lille avec le changement d'arrière entre Jalibert et Thomas Ramos en 10. Il y avait tous les facteurs pour faire une contre-performance et au final, on a gagné avec 5 points, donc c'est idéal pour la suite. On a vu que cette équipe italienne, elle progresse chaque année. Pas le cas peut-être des autres nations de destination, mais en première ligne, surtout, elle nous a posé des problèmes en mêlée, ce qui est assez rare. Enfin, on est plutôt une bonne mêlée en France. Qu'est-ce que vous avez passé notamment de la première ligne italienne ? Non, c'est une équipe, cette première ligne, elle est vraiment sérieuse parce que sur le plan physique, ils sont très costauds, mais c'est aussi des pieds qui sont très mobiles, qui ont du ballon en main. Après, voilà, ils jouent dans le meilleur championnat européen parce qu'il y a le gaucher, il est au Saracens, il me semble. Le talonneur, il est au Stade Français. Ferrari, il est en Italie. Donc, et l'équipe italienne se structure bien parce qu'ils ont 2 clubs qu'ils ont ramené tous les joueurs italiens. Ils jouent dans un bon championnat, ils se développent bien. Donc, ils ont tout pour être une grande équipe maintenant. Mais cette première ligne, en tout cas, nous a mis en difficulté et elle est assez impressionnante. Ouais. On rappelle que l'équipe de France affrontera l'Écosse le week-end du 7 mars. Vous avez fait partie de cette équipe de France pour la tournée de Nouvelle-Zélande l'été dernier. Qu'est-ce que ça vous a pris cette tournée en Nouvelle-Zélande ? C'était une tournée magnifique parce que on va en Nouvelle-Zélande, terre du rugby. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait les 3 matchs, dont un en capitaine, qui était quand même une expérience inoubliable et magnifique avec ce maillot. Mais voilà, c'était très dur parce qu'on est parti avec un effectif un peu divisé, vu qu'on a récupéré les finalistes 2 semaines après. Et les Blacks étaient prêts, en tout cas chez eux, parce que c'était un peu compliqué, eux, dans leur système actuellement. Donc, ils savaient contre nous, ils devaient des matchs très importants et en tout cas le premier match on arrive à rivaliser quand même et ça nous a mis un peu de bonheur et d'espérance pour être dans les matchs, sauf qu'après ça a été un peu plus compliqué. Mais en tout cas c'est une expérience inoubliable d'aller à l'autre bout du monde jouer au rugby. Vous avez parlé de Capitana, vous êtes le 3e Auvergnat de l'histoire à porter ce brassard après Rougerie et Olivier Magne. C'est un moment particulier ce Capitana, comment ça s'est déroulé, comment vous l'a annoncé, comment vous étiez sur le terrain quand vous êtes rentré avec ce brassard, comme on dit. C'était quelque chose d'inoubliable et des souvenirs gravés à vie parce que jamais je pouvais penser en arriver là. Et voilà, donc Fabien fait son équipe pour le 12e match et il sort par exemple Gaël Ficou et il se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes. Et je dis presque qu'il y a des plus capés à ce moment-là. Et en tout cas, voilà, et il m'annonce et c'est une très, très grande fierté quand il vient te l'annoncer et forcément tu dis oui. Après, voilà, t'es à l'autre bout du monde, t'es quand même toujours stressé pour jouer avec la sélection. En plus, c'était en anglais, moi, c'est pas un point fort, donc un peu compliqué. Et malheureusement, le début de match est très compliqué, on se fait rapidement mener au score, et après, donc, tu cours au score, mais là-bas, on joue sous la pluie, c'était très compliqué, donc pas forcément des bons souvenirs du point de vue rugbystique, mais en tout cas, grande fierté. C'était quoi votre rôle justement quand on est capitaine comme ça va pas être évident, on se dit voilà il faut aller parler à tout le monde, il faut prendre tout de suite ça c'était vu avec Fabien, sa place. Fabien et William ils m'ont beaucoup accompagné, il y avait des mecs comme Romain Tao qui ont d'expérience, qui jouaient, qui m'ont accompagné beaucoup et après voilà le groupe il vivait bien, les mecs on s'entendait tous bien donc ils savaient que c'était naturel, tout le monde m'aidait, tout le monde m'accompagnait, il y avait pas de jalousie, il y avait rien donc ça vivait bien donc ça m'a aidé vraiment beaucoup pour cette échéance. Pour rester encore sur le 15 de France, est-ce que Fabien Galtier vous a contacté, appelé par rapport à la tournée de novembre, à ce 6 Nations pour vous dire qu'il y a encore un suivi avec vous tout par rapport à cette blessure ? La tournée de novembre, il m'avait appelé pour dire que j'étais pas sessionné parce que j'avais cette blessure, je jouais moins et c'était naturel, je faisais pas des grosses performances, pour moi c'était naturel de pas être appelé parce que je sentais pas forcément le mérite et malheureusement il y a quand même beaucoup de concurrence à mon poste. Donc si tu n'es pas au meilleur niveau, tu n'es pas sélectionné. Et après, pour le tournoi de destination, je me suis blessé au dos, je me suis opéré. Donc naturellement, le choix était vite fait. Mais non, il y a toujours un petit suivi, oui. On en arrive donc à votre arrivée à Bordeaux. C'est un moment important dans votre carrière. Vous avez passé 5 ans à Castres. D'ailleurs, pourquoi le choix de Bordeaux ? On imagine que vous avez été sollicité par d'autres équipes. Pourquoi vous avez souhaité venir à Bordeaux ? Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet bordelais ? Ce qui m'a plu vraiment, c'est l'envie de Bordeaux de vouloir vraiment décrocher des titres, notamment le bonus qu'ils n'ont pas eu, cette volonté d'aller chercher des titres, même s'ils ont eu la Coupe d'Europe, mais ils l'ont eu avant que je signe, après. Et voilà, c'est vraiment cette envie d'aller gagner des titres, et moi c'est ce que je veux, et je veux des titres
avant ma fin, donc j'ai été vraiment sur la même longueur d'onde pour aller chercher des titres. Et voilà, ce qui me plaît, c'est aussi le travail du club, de Laurent, d'avoir fait quelque chose de beau de l'Union Bordeaux-Bègles, pardon, d'avoir pris le temps, mais d'avoir fait quelque chose de magnifique. Et ici, toutes les structures, tout est fait pour arriver en tout cas à s'entraîner dans le haut niveau et jouer des matchs de haut niveau. Il y avait également l'envie de vous remettre en question, voire de vous mettre en concurrence. Oui, c'est exactement. Parce que j'arrivais à 28 ans, 5 ans, j'avais fait beaucoup de matchs, j'ai fait 120 ou 130 matchs en 5 ans avec Castres. Et ouais, c'était en tout cas le moment là d'arriver, d'avoir de la concurrence, d'aller sur un niveau un peu supérieur. Parce que voilà, Bordeaux joue vraiment les deux tableaux, ce que j'ai rarement vraiment connu. Et donc voilà, c'est un peu un challenge de mettre de la concurrence, de voir le meilleur niveau pour la suite, ouais. Et quel bilan vous tirez? Alors il y a ces blessures, mais sinon sur votre arrivée à Bordeaux, sur votre intégration au club, quel regard vous jetez Que c'est en tout cas c'est du haut niveau, les structures sont du haut niveau, l'effectif, le staff est de haute qualité, donc vraiment là vraiment c'est un step entre Castres et l'équipe de France quoi, c'est vraiment l'intermédiaire parce que ça veut, et surtout moi ce qui me plaisait c'est que la première réunion qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner les deux, Coupe d'Europe et Top 14, et ça me plaît, ça donne envie de travailler, ça donne envie de tous les jours d'aller s'entraîner, d'aller travailler, c'est ça qui me plaît en tout cas ici. On va vous parler un petit peu de votre carrière aussi. C'est vrai qu'il y a ce Castres, mais vous avez commencé du côté de Clermont très jeune aussi. C'est vrai que votre carrière a été rapide, on va dire. Première année à Castres, déjà convoqué avec l'équipe de France. On vous prolonge de 4 ans Rapide, mais a supplémentaires. été aussi très très longue à arriver parce que jeune, je suis dans aucun radar. C'est ça aussi. Clairement pas gardé à 18 ans. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a que Colomiers qui me repêche en joueur espoir. Pendant 3 ans en espoir, je m'accroche, j'ai pas un sou, j'ai pas de contrat, j'ai rien. Est-ce qu'on peut même ne plus croire à ce rêve peut-être? Ah mais moi j'y croyais plus, j'étais parti à travailler à l'hôpital de Purpan en technicien de laboratoire, c'est ce métier-là qui me payait. Je m'entraînais qu'en espoir le soir, et par tout malheur et tout bonheur, c'est cette année-là où j'arrive à jouer à quelques matchs en pro, parce qu'il y a 3 tonneurs qui se placent en pro, et donc là je posais des jours de congé pour les jouer, et ben là boum quoi, derrière après que du plaisir, et là tout s'enchaîne. Par contre quand j'ai commencé à jouer en pro, c'est allé très très vite, oui. Et à partir de quand vous avez dit ça y est là, je vais en faire mon métier vraiment? Et ben, l'année où je dois travailler, l'année suivante, du coup, ils m'ont dit il faut arrêter de travailler. Mais je dis d'accord, mais par contre, il faut un contrat, quoi. Et donc là, il y a eu un contrat d'espoir, et là, j'ai commencé à vraiment intégrer l'effectif pro, et je voyais que ça roulait, quoi. Je commençais à jouer régulièrement pro des deux, voilà, ça a suivi, quoi. On dit toujours qu'il faut être bien accompagné, notamment par sa famille. Comment ils vous ont accompagné, notamment à ce moment-là où, à deux doigts, c'était le rêve n'était plus réalisable? Ah, ils m'ont suivi surtout toutes mes démarches, parce que voilà, à 18 ans, partir loin de sa famille, c'est pas forcément facile, mais ils m'ont accompagné sur le plan financier, mental, physique. Ils sont là, ils sont toujours là pour moi, quoi. J'ai le moindre problème, ils venaient, on était à 4 heures de route, mais s'il y a un problème, ils venaient, ils m'accompagnaient surtout, ouais. Quels sont vos objectifs personnels pour cette saison avec l'Union Bordeaux-Bègles? La saison, c'est déjà surtout de très bien finir rugbystiquement, et plus d'avoir de pêche, j'espère, mais c'est en tout cas de reprendre rugbystiquement, de prendre du plaisir et retrouver mon niveau, parce que quand on joue pas à son niveau, c'est toujours un peu dur mentalement, parce qu'on sait de quoi on est capable, mais on n'arrive pas à le reproduire. Ça, c'est vraiment mon objectif de reprendre du plaisir et de montrer aux supporters de quoi je suis vraiment capable, et après, jouer des titres, hein. Maintenant, il doit rester 4-5 mois pour espérer jouer des titres. Le fait que le manager, Yannick Bruce, soit un ancien talonneur aussi, qui connaisse bien le très haut niveau et l'équipe de France aussi, ça, il vous accompagne aussi sur ce Ouais, poste? ça aide vraiment ça, parce qu'on a un poste quand même dur avec des gestes techniques qui peuvent rapidement être interprétés dans différentes manières. Et en tout cas, lui d'avoir joué à notre poste, ça nous aide, en tout cas, ça nous enlève peut-être un peu de pression, et il arrive beaucoup à nous parler, à nous accompagner, ouais. Et les managers, ils vous accompagnent aussi, les talonneurs? Ouais, il nous parle beaucoup, ça c'est important en tout cas. Aujourd'hui, on disait aussi que vous vous retrouvez avec Maxime Lamotte aussi, concurrent au poste de numéro 2, mais aussi avec le 15 de France. Comment vous vivez cette concurrence avec lui? Alors c'est un mec que j'ai rencontré cette année, et vraiment super rencontre. Pour vous dire, même en dehors du rugby, on reste ensemble. On est un peu dans le même groupe, tout ça, donc ça se passe super bien, et on se rend pas la tête. De toute manière, celui qui joue, ça tourne un peu, et après c'est à nos performances personnelles, donc, mais en tout cas il n'y a pas de vraie concurrence malsaine, ça se passe super bien. Et dans quel secteur vous devez encore vous améliorer selon vous? Déjà, nous on a des gestes techniques dans la conquête qui est importante, que tu sois bon en touche ou en mêlée, tu es toujours obligé de travailler, parce que ça tu relâches, tu pêches dessus, donc ça c'est des choses qu'on travaille tout le temps. Et après, moi c'est surtout reprendre du plaisir et retrouver mon niveau, et après il y a toujours des petites facteurs à travailler, comme le grattage, comme ça, où c'est pas forcément mon point fort, mais moi le plus important rapidement, c'est reprendre du plaisir et retrouver mon niveau.
On parlait du rôle du talonneur et bien sûr le lancer en touche. On sait que c'est un travail très précis. Vous avez des nouveaux concurrents aussi parce qu'on voit que Jeff Poirot se met à lancer Bentamefuna. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces nouveaux lanceurs en touche? Ils sont bien sortis. Et après, ils sont bien sortis sur les 2 matchs. Heureusement qu'ils ont été là, ils ont bien dépanné. On a pris 2 victoires, donc c'est important qu'ils puissent dépanner. Mais ouais. Vous les avez accompagnés, vous? Pas trop, parce que moi je sortais de l'opération et tout, pas trop, non. Mais ils sont bien débrouillés. Quand on est blessé comme vous, j'imagine qu'on reçoit quand même les vidéos de la touche parce que c'est un travail. Même quand on est arrêté, il faut quand même se tenir au courant de l'évolution parce que on le sait peu, mais la touche c'est un vrai travail. Les annonces elles changent rapidement, quotidien. Semaine, donc il faut essayer de suivre un petit peu, ouais. Vous recevez les vidéos. Si tu reprends le terrain, t'as rien suivi, tu peux vite oublier, ouais. On parlait bien sûr de la touche, mais il y a aussi la mêlée avec cette nouvelle règle par rapport au talonneur, de bien mettre un coup de talon sur le ballon. Est-ce que il est encore plus important ce rôle avec cette nouvelle règle? Après, un talonneur en mêlée, c'est très très important sur l'envie d'y aller, de gérer sa mêlée, c'est déjà un fighter. Mais après, c'est sûr que là, talonneur, bon, ça reste pas le rugby des années 80 où il faut vraiment aller chercher au fin fond de la mêlée, même en trapèze, c'est fini ça quand même. Mais c'est un rôle hyper important et le grand public, je pense, ne sait pas l'ampleur qu'a un talonneur en mêlée. Vous avez été toujours un talonneur dans l'âme. Enfin, vous avez commencé le rugby, je crois, à 9 ans, 8 Ouais, 9 ans. Toujours le talon, hein. Moi aussi, pili gauche, moi aussi 3e ligne, mais je suis rapidement revenu à la cage, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a ce poste-là plus que les autres pour vous? C'est au cœur du jeu, c'est au cœur de la mêlée? Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il faut être complet. Il faut avoir ballon en main, il faut être technique, il faut courir, il faut plaquer comme 3e ligne, Aujourd'hui, un talonneur, il faut savoir faire beaucoup de choses et moi, c'est ça qui me plaît d'avoir plein de bagages techniques en magasin. Et ça marque des essais aussi. Et ça marque des essais. On essaie en tout cas. 3 essais. Avant de faire l'instant UBB avec vous, Gaëtan Barlon, on va parler d'un autre homme, c'est bien sûr Bastien Vert, Nuit Taillefer, que vous connaissez très bien. C'est un bon ami à vous de Colomiers. Comment il vous a accompagné à votre arrivée à l'UBB? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre relation avec Déjà, il a participé un peu à ma signature à Bordeaux, mais là, actuellement, on mange au moins 1 fois par semaine ensemble chez moi ou chez lui. Nos femmes, elles sont très copines aussi. Voilà, moi, j'ai 2 enfants et il vient souvent m'aider. Donc, vraiment, on passe beaucoup de temps ensemble parce qu'on a vraiment les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Donc, ça aide vraiment. Et même si on voit tous les jours et encore des soirs, il y a toujours des discussions, on s'en est jamais. Donc, Si je me trompe pas, vous étiez colocataire aussi. Ouais, 3 ans. Et la vie dans une grande ville aussi. Bon, voilà, vous étiez à Clermont, qui est une grande ville aussi, mais Bordeaux est une métropole aussi aujourd'hui. C'est un changement de vie aussi. Moi, j'aime à la base des petites villes comme Bordeaux, comme Clermont et Castres. J'étais très heureux à Castres. Mais là, c'est sûr que c'est une grande ville. Pour l'instant, avec les 2-3 mois qu'on a passés, je me regarde pas forcément. Avec ce temps, c'était un tempérie, mais après c'est sûr que c'est agréable de pouvoir faire beaucoup de choses, jamais les mêmes. Là, les beaux jours vont revenir, on va pouvoir bouger un peu plus vers l'océan, tout ça, donc ça c'est des choses agréables. Et même le centre-ville, ça reste une jolie ville, Bordeaux. Voilà un petit peu pour cette actualité. On va faire l'instant UBB maintenant, vous avez l'habitude, tous les lundis, l'instant UBB. On pose des petites questions un peu pour savoir un petit peu tout ce qui se passe dans les vestiaires de l'UBB. Gaëtan, qui est le plus chambreur au vestiaire? Le plus chambreur, Arthur Autière, il est pas mal. Quel est celui qui met le plus d'ambiance en 3e mi-temps? Bentamefuna, ouais. Le joueur le plus stressé avant un match? Le plus stressé... Je sais pas, parce que moi je suis pas mal quand même, mais je dirais Pierre Beauchaton. C'est vraiment qu'il a pas joué, mais lui il est particulier. Est-ce qu'un chanteur, un roi du karaoké... Bon, dans les bus, je sais pas si on chante encore dans le bus, mais... Non, c'est fini, ça, c'est la vieille époque. Il n'y a pas beaucoup, non. Ça a disparu. Quel est votre plus grand souvenir, soit en tant que joueur ou devant votre télé, que ce soit du rugby ou un moment, un plus grand souvenir? C'est dur, ça. Il y a une finale. Ouais, moi surtout la demi-finale à Toulouse, qu'on bat Toulouse à Nice, on était vraiment outsiders, ça c'est vraiment un très très beau souvenir. Et à Colomiers aussi, j'ai quelques bons souvenirs, notamment quand on gagne Oyonnax, qui était le grand Oyonnax à l'époque, où on est les premiers Pro 2 avant le Covid, c'est des beaux souvenirs ça. Quelles sont vos passions en dehors du rugby? Est-ce que vous êtes un mordu de rugby 24-24 ou vous avez... Ouais, je suis un mordu de rugby, mais derrière j'adore la nature. J'aime bien tout ce qui est chasse, les pieds dans la forêt. Là, je suis en train de faire un nouveau diplôme de gestion forestière, donc voilà, j'adore la nature. Je baigne là-dedans un peu. Mais après, moi, la Pro 2, c'est jeudi soir, vendredi soir, samedi, c'est le top 14. Si ma femme me laisse faire, parce que des fois... faut négocier. Si vous ne deviez pas faire de rugby, mais un autre sport, vous ferez lequel? Handball ou judo. C'est les sports que vous avez pratiqués ou vous avez fait que du rugby? Non, j'ai fait... ma famille, c'est vraiment 100% rugby. J'ai baigné dedans plus jeune âge et direct mis les pieds dedans. On parlait de votre meilleur souvenir de rugby, mais est-ce qu'il y a un autre
souvenir sportif qui vous a marqué ou qui vous a procuré une émotion. Donc, on parle beaucoup des Coupes du Monde. Bon, les plus vieux comme moi, c'est 98, mais il y a 2008, il y a 2018. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui vous ont procuré une émotion comme ça? Si vous aimez les judo, par exemple, voilà. Ouais, le judo, forcément, a été Les JO. ce qu'il a pu faire pendant ces dernières années. Après, même si je suis pas forcément un très très grand amateur de foot, mais quand c'est l'équipe de France qui a été championne du monde ou Paris qui a su sa première coupe, c'est quand même des beaux moments et c'est des sports collectifs. Donc on sait nous aussi derrière le travail qu'il y a. Donc forcément, c'est des beaux moments ça, même pour le sport français déjà. En rugby, quelle est votre idole? Quelle a été votre idole? Moi j'avais beaucoup aimé le talonneur de All Black, Kevin Melamou. Voilà un petit peu pour l'instant UBB. On fait rapidement notre partie Pro D2. On va regarder les résultats parce qu'il y a eu des très jolis résultats de cette dernière journée de Pro D2 avec la victoire d'Agen face à Valence-Romand. La lourde défaite de Mont-de-Marsan face à Oyonnax 73-7. Défaite également du SA15, tout comme notamment Biarritz qui perd face à Vannes. Défaite de Brie. Il n'y a que Dax et Agen qui ont remporté. C'est un peu nos bons élèves et mauvais élèves. Vous allez voir dans un instant, vous voyez le classement où c'est un peu plus compliqué là pour Mont-de-Marsan. Il y a un écart qui est en train de se faire. Et justement, les bons élèves de la 21e journée de Pro D2, Mathieu, c'est bien sûr Dax et Agen quand même qui sortent du lot. C'est encore Dax, j'ai envie de dire, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on met Dax à l'honneur. On en parlait un peu hors antenne tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les points qu'on leur a enlevés sur tapis vert, c'est vrai qu'ils seraient quand même très bien classés aujourd'hui. Ils ont battu Provence, qui était invaincu, je crois, en 2026. Donc, alors c'est vrai qu'il y a eu un carton rouge rapidement dans cette rencontre, mais enfin, les Dacois ont eu le mérite de remporter quand même cette rencontre. Ils comptent 7 points d'avance aujourd'hui sur Mont-de-Marsan, première relégate, donc c'est une belle perf. Agen qui bat Valence-Romain, c'était un match de haut de tableau. Les Agenais qui s'accrochent aussi à cette 6ème place. Là, il y a un petit duel à distance avec Brive. Ils avaient un bonus offensif qu'ils ont perdu à la fin. Et puis les mauvais élèves, tu l'as dit, Biarritz. Alors, Biarritz. Par rapport au scénario du match. Ouais, voilà, par rapport au scénario du match, c'était un match complètement dingue. Donc, c'est quand même assez rassurant pour la prestation fournie par le BO contre cette grande équipe de Vannes qui marche sur tout le monde. Et quand même rassurante pour la suite. Il faudra confirmer à Mont-de-Marsan. Où là, par contre, ça va pas très fort. 11 essais encaissés. Il y aura un Mont-de-Marsan-Biarritz. Ouais, très joli match. Vendredi soir. Brûlant. Merci Gaëtan Barlow d'avoir été avec nous sur ce plateau pour aborder tous ces sujets. Merci Mathieu. Et nous, on se donne rendez-vous demain. On va parler de Bayonne et de La Rochelle notamment. Bonne soirée à tous. Merci.